Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce nouvel épisode de Barista Academy, le podcast des baristas, amateurs de bon café et futurs gérants de coffee shop. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien, gérant de Brume, un café de spécialité que j'affectionne particulièrement sur Annecy. Julien qui va nous partager son expérience dans l'ouverture d'un coffee shop. Mais juste avant de commencer, deux choses. J'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je t'aide à ouvrir ton coffee shop, formation que tu peux retrouver directement dans la description de la vidéo YouTube. Également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube sans oublier de mettre un pouce vers le haut. Ceci étant dit, je te propose qu'on retrouve tout de suite Julien. Eh bien, nous voici en compagnie de Julien. Donc Julien, merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Est-ce que tu peux, en quelques lignes, mais en quelques phrases, te présenter? Qui es-tu, d'où tu viens, pourquoi avoir ouvert le coffee shop? Mais ça, forcément, on va reparler après. Mais voilà qui tu es. Alors, je m'appelle Julien Latil, je réside à Annecy, à côté d'Annecy depuis 6 ans maintenant. Mon parcours dans le café est à la fois récent et ancien. J'ai découvert ça il y a quand même pas mal d'années, en me rendant compte qu'on pouvait boire beaucoup mieux que ce qu'on donne généralement dans les cafés et les restaurants. Via des connaissances que j'ai faites un peu par hasard. Et donc ça, c'était il y a une petite quinzaine d'années. À cette époque-là, j'avais ni le temps ni les moyens de m'y intéresser suffisamment près, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et petit à petit, via des lectures, des recherches, je m'y suis intéressé davantage. Et quand j'ai eu la possibilité de le faire, j'ai commencé à m'équiper chez moi, donc je suis devenu ce qu'on appelle un home barista, sachant que je n'ai jamais travaillé en coffee shop ou en restauration de façon générale, si ce n'est quelques petits jobs plus jeunes de serveur, mais vraiment rien de très significatif. Donc j'ai vraiment appris sur le tas et via mes lectures papier ou internet, et je me suis assez rapidement pris de passion pour le produit. Et quand j'ai eu la possibilité de le faire également, j'ai fait une toute première formation pour en apprendre davantage et pour toucher un peu plus concrètement le sujet. Et j'ai commencé pendant les congés que j'ai pu prendre à faire une formation chez BBS, comme beaucoup de gens du milieu en France. À l'époque, Ludovic n'était pas AST, donc j'ai le diplôme maison de chez BBS, mais c'était fort intéressant et puis ça respectait le curriculum de l'ASCA à peu de choses près. Donc là, j'ai passé barista. Donc à cette époque-là, j'étais toujours employé dans l'entreprise où j'étais, et j'ai continué à apprendre chez moi, à m'y intéresser davantage encore, à lire beaucoup, à regarder beaucoup de vidéos également, comme je pense pas mal de geeks du café, et petit à petit, en discutant avec mon épouse, la décision de lâcher mon job pour essayer de monter le projet a été prise. Et c'est ce que j'ai fait fin 2014. J'ai arrêté de travailler pour lancer le projet avec donc l'objectif d'ouvrir sur Annecy, parce que la ville est intéressante, parce que je sentais du potentiel pour un établissement coffee shop de spécialité. Et ça a été un travail de longue haleine, déjà pour trouver le local, parce que c'est pas évident, trouver le bon local au bon endroit, je dirais pas au bon prix parce que c'est jamais le bon prix, mais essayer de trouver le meilleur compromis entre l'emplacement, l'aménagement. Je voulais être un petit peu à l'écart de la foule, mais pas trop loin non plus de l'activité de la ville, pour essayer de capter quand même du monde. Ce que j'ai réussi à faire un peu par hasard, ça a pris quasiment 1 an, mais un local s'est libéré dans le petit passage où je suis installé aujourd'hui, et j'étais vraiment content que les anciens occupants déménagent. Ils ne sont pas allés très loin, mais en tout cas ça a fait mon bonheur, parce que j'ai récupéré un local qui me plaît beaucoup, C'était quoi avant le local ici? Alors c'était le Beautiful Drugstore, qui est un magasin de déco, accessoires, cosmétiques, plutôt tendance, et qui a déménagé à 300 mètres d'ici.
D'accord. qui a maintenant plus de visibilité. Et tant mieux pour eux, mais moi je suis très content d'en avoir un peu moins et de me retrouver dans cet espace qui plaît beaucoup à ma clientèle. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui ressort assez souvent dans les avis. Le fait que ça soit un petit peu à l'écart, dans un endroit C'est un paisible. petit peu le coffee shop, je dirais pas caché, parce qu'il est quand même vachement accessible par rapport à la rue principale. Mais en fait, c'est ça, tu as le mouvement de foule dans la rue et tu dis, hop, je vais prendre un petit brin de fraîcheur ou un bol d'air en me posant chez Brume, qui est, ça te fait une petite placette. Finalement, en plus, tu as le côté terrasse et puis tu as le côté shop qui est très lumineux. Donc tu viens et tu te poses et tu te mets un petit peu à l'écart de la foule sans être trop éloigné. Voilà, on n'a pas besoin de faire trop de distance pour venir chez moi, mais on arrive quand même à se dégager des rues très passantes. Et beaucoup d'Annéciens, encore aujourd'hui, après 3 ans d'ouverture, passent en disant mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Pourtant je suis d'ici. Voilà, c'est un passage qui n'est pas forcément ultra fréquenté, mais il y a quand même du monde qui passe, il y a beaucoup de curieux. Ça c'est un avantage aussi. Les touristes notamment qui ne suivent pas forcément la foule et qui se laissent tenter par des petits endroits un peu plus cachés. Voilà, eux arrivent chez moi. Alors tout le monde ne s'arrête pas, mais en tout cas ça me permet d'être découvert par une clientèle qui va peut-être un peu moins suivre la foule et se contenter des enseignes qui ont un peu plus pignon sur rue. J'aime bien dire des fois que ça a tendance aussi à filtrer la clientèle, parce que finalement, étant moins visible, eh bien, il y a un peu moins de monde qui s'arrête, mais ceux qui s'arrêtent, c'est soit des curieux, soit des gens qui cherchent. Soit des personnes qui savent où tu es, qui viennent te chercher. Oui, alors pour ce qui est des recherches, les touristes, notamment les gens des pays arabes ou les anglo-saxons, et eux, je le sais parce qu'ils me le disent, cherchent sur Internet. Je pense qu'ils savent qu'en France, la moyenne café n'est pas forcément très élevée. Et donc, ils ont tendance à chercher des établissements comme le mien. Et eux, donc, font la démarche de chercher un coffee shop et de s'y rendre. Certains, des fois, arrivent un peu tard avant la fermeture et disent « Ah, mais on a tourné, on n'a pas trouvé. » Voilà, ils voulaient vraiment venir. Voilà, il y a des gens qui sont motivés par l'appel du café de spécialité. Il y a les gens qui se promènent et qui tombent par hasard. Et après, il y a toute la clientèle locale et habituée qui me connaît déjà depuis l'ouverture et qui aime venir ici parce qu'il n'y aura jamais une voiture devant ma vitrine, il n'y aura jamais de pollution sonore et visuelle comme ça peut être dans les rues où la circulation existe. C'est vrai qu'on est vraiment à l'écart, ça te fait comme un filtre. Dès que tu passes le petit, je sais pas, c'est un genre de petit pont, un petit arcade. Et c'est en fait, t'es vraiment au calme par rapport à la rue qui est assez passante. En plus, tu as le marché des fois, je crois, 2-3 fois par semaine. Et je te dis, tu sors de la rue, tu t'extirpes un petit peu de la foule et tu viens ici, tu te poses, tu prends ton café, tu es au calme, c'est quand même assez cool. Oui, ben moi c'est ce que je voulais créer, et, parce que c'est le genre d'établissement et d'emplacement que j'aime bien. Et j'étais convaincu que ça plairait aussi à une partie de la clientèle potentielle. Et il s'avère que je ne me suis pas vraiment trompé, puisque voilà, ça attire pas mal, et j'ai beaucoup de gens aussi qui viennent sans forcément pour consommer du café. Mais plus parce que voilà, le lieu leur plaît en termes d'emplacement, en termes de décoration, en termes d'ambiance. Et certains clients ne boivent pas une goutte de café, mais viennent quand même très souvent chez moi parce que l'endroit leur plaît. Et ça, c'est une satisfaction. C'est d'arriver aussi à toi de te diversifier, pas pour proposer que du café, mais aussi d'autres boissons et d'autres préparations. Oui, bien sûr. Alors, une personne qui accompagnerait peut-être quelqu'un qui aime le café, mais qu'elle n'aime pas, au moins proposer quelque chose, pas rester café 100%. C'est évident, même si j'aurais aimé pouvoir créer un lieu 100% café, je pense que c'est très difficile en province de toute façon, et même dans les très grandes villes, je ne suis pas certain que ça soit facilement viable de ne proposer que du café. Donc forcément, il y a une petite sélection de thé, le chocolat, les boissons fraîches qui permettent de satisfaire tout le monde. Et c'est pas déplaisant aussi de proposer d'autres choses. Alors je suis moins spécialiste des thés ou du chocolat, mais j'essaie de faire des choses de qualité et les clients apprécient, et ça c'est toujours satisfaisant.
Donc ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'il y a une vraie recherche. En fait, c'est pas, en gros pour caricaturer, c'est pas tu as été dans un coffee shop, tu as bu un café, tu te dis ah c'est cool, tiens j'ai monté un coffee shop. On voit que tu as eu tout un temps, peut-être plusieurs mois, plusieurs années, tu me diras, de recherche toi-même à la maison, de formation, plus encore un temps où tu as décidé de créer un coffee shop, et au moment où tu l'as vraiment créé, il s'est passé combien de temps finalement? Ouais, il s'est passé 3-4 ans, je dirais, entre le moment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au sujet et le moment où j'ai ouvert, sachant que je m'y intéressais déjà avant, mais de façon un peu plus distante. Et oui, moi, n'ayant pas eu le parcours de beaucoup, alors je ne suis pas le seul dans ce cas à faire une reconversion et à partir de presque zéro pour démarrer le projet. Mais c'est vrai que, contrairement à pas mal d'autres, j'ai jamais été employé d'un coffee shop, acquis de l'expérience, pour finir par me dire ça y est, je suis prêt, j'ai envie d'ouvrir le mien et de voler de mes propres ailes. La démarche a été différente. Et le fait d'avoir un emploi fixe et une certaine sécurité à l'époque où la graine a commencé à germer dans mon esprit, j'avais la tranquillité de pouvoir prendre le temps. Oui, j'avais pas l'urgence d'ouvrir, de changer de vie. Mon ancien emploi ne m'apportait pas tout le bonheur que celui d'aujourd'hui m'apporte, mais ça se passait très bien et voilà, j'aurais pu prendre un peu plus de temps si nécessaire. J'avais aucune urgence à ouvrir rapidement ou à faire quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça m'a permis de prendre le temps de me documenter, de lire, de voyager, de me former. J'ai profité de mon temps de libre et des moyens que j'avais pour le faire à l'époque pour parfaire mes formations. Donc ça a été chez BBS en premier lieu. Après j'ai passé les diplômes officiels de l'ASCA en Italie. J'ai eu la chance de partir au Honduras dans le cadre de Barista and Farmer avec Francesco Sanapo de Dita Artigianale à Florence. Donc programme d'immersion si on veut en pays producteur. Là c'était en janvier 2015. Là on était 10, je dirais pas barista parce qu'on n'était pas tous baristas. Moi déjà j'étais que home barista à l'époque. Il y avait des torréfacteurs aussi, certaines personnes qui bossaient dans le commerce du café et des baristas employés ou propriétaires de leur coffee shop. Et on était donc dizaines de plein de nationalités différentes. Oui, alors une proportion d'Italiens non négligeable parce que le projet est italien à la base. Mais la première année que ça a eu lieu à Porto Rico, il n'y avait que des Italiens. Et l'année d'après, la session à laquelle j'ai participé, ça a été ouvert à l'international. Donc il y avait un Russe, un Thaïlandais, un Australien, quelques Italiens, une Guatémaltèque, une Argentine. Enfin voilà, c'était assez mixte. Et moi, comme petit Français, et à l'époque, j'étais le seul amateur de la troupe. Avec le projet d'ouverture, mais je ne bossais pas dans le café. Il y a comme une grande démarche de ta part, parce que pour avoir parlé avec d'autres personnes qui ont fait une reconversion, il y a eu un travail dans tous les cas de démarche pour pouvoir ouvrir le coffee shop, mais d'aller jusqu'à aller en pays producteur pour voir comment ça se passe là-bas, d'avoir toutes les formations que tu as pu faire, plus la culture propre que tu t'es forgée au fur et à mesure des années. J'ai l'impression qu'avec l'interview qu'on est en train de faire, tu as été encore beaucoup plus loin avant d'ouvrir ton coffee shop. Alors peut-être comme tu dis, tu avais vraiment le temps de te poser et d'aller, de te donner une vue d'ensemble de ce qu'il est possible de faire dans le café pour vraiment t'immerger dans la thématique, pour pouvoir essayer d'avoir, je pense, un petit peu une vision d'ensemble et toutes les clés pour, quand tu vas ouvrir ton coffee shop, arriver à te dire, j'ai toutes les clés en main pour pouvoir me lancer maintenant. Oui, alors une fois encore, chaque parcours est unique et particulier. Moi j'ai eu la chance de pouvoir prendre mon temps, et ça c'est non négligeable, et ça permet de bien se préparer, d'approfondir les choses. En plus, je peux être assez obsessionnel sur certains trucs, donc voilà, si quelque chose m'intéresse ou me passionne, je peux m'y plonger pas mal, et je ne suis pas forcément rapide dans l'apprentissage, ou en tout cas dans le lancement
des projets ou des choses concrètes. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien, si c'est possible, en tout cas, prendre le temps de réfléchir le sujet et d'étudier la chose relativement en profondeur. Après, j'imagine que ce n'est pas possible pour tous, dépendamment de l'histoire personnelle de chacun, des conditions professionnelles. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. C'est vrai que j'en ai profité et ça correspond aussi à mon caractère. Oui, j'ai pris le temps et pour tout ce qui est des formations, venant de nulle part, entre guillemets, au niveau du café, ça me tenait à cœur de faire les formations, d'avoir les certifications de l'ASCA, même si mon but était d'ouvrir mon établissement et donc je n'avais pas spécialement besoin de montrer mon diplôme à un employeur potentiel. C'était pas le but, mais c'était avoir pour moi d'une part et pour ma clientèle une certaine légitimité aussi. Le barista qui ouvre son coffee shop, qui n'a jamais touché une machine ou autre, voilà, pour moi c'était pas crédible. En tout cas, il fallait que, ne serait-ce que pour moi, que je ne sois pas vraiment un usurpateur en fait. C'était important de valider. Une fois encore, j'ai pu le faire, j'avais le temps de le faire, j'avais les moyens aussi de payer des formations à ce moment-là, donc j'ai profité de le faire, sachant qu'une fois le shop ouvert, ça serait plus possible en termes de temps, ne serait-ce que ça, ce qui est vrai, c'est compliqué de se dégager du temps. Donc voilà, j'ai essayé de faire le maximum avant l'ouverture, sachant qu'après ça serait difficile. Et j'encourage ceux qui peuvent le faire à faire le maximum tant que le temps le permet, parce qu'après on est vite enfermé dans des contraintes horaires, dans des amplitudes de malades. Et je voulais te poser cette question-là. Quelles sont les choses auxquelles tu t'attendais en ouvrant ton coffee shop et quelles sont les choses auxquelles tu t'attendais pas du tout et qui te sont tombées sur le coin du nez, alors que ça soit en positif ou éventuellement en négatif? Avantages, inconvénients, finalement. Alors pour tout ce qui est charge de travail, amplitude horaire, station debout prolongée, répétition, je m'y attendais parce que j'ai déjà fait des travaux répétitifs et je me suis souvent investi. C'est ma première entreprise, j'ai toujours été employé auparavant et j'ai toujours mis pas mal d'énergie dans les emplois que j'ai eus, qu'ils aient été intéressants ou moins, mais en tout cas voilà, j'ai toujours fait le maximum de ce que je pouvais faire pour mon employeur. Donc je savais que ça serait un travail difficile à ce niveau-là, mais je savais aussi que ça ne serait pas insurmontable et loin de là, dans la mesure où pour un employeur, donc pour un travail dont je ne tire pas grand intérêt, si ce n'est le salaire et la satisfaction d'avoir bien bossé, je peux ou j'ai pu donner beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc quand il s'agit de mon propre établissement, avec l'investissement personnel en termes de sacrifices personnels, financiers, tout ce que ça peut représenter, je n'avais pas trop de soucis quant au fait de m'investir à 2000%, parce que là, tout ce qui est fait ici, j'en suis responsable en fait. Donc que ça se passe bien, que ça se passe mal, toute la gestion, tout ce qu'il y a à faire, c'est s'il y a une erreur, c'est pour ma pomme, si ça se passe bien, c'est moi qui récolte les lauriers, mais en tout cas, l'investissement est totalement derrière qui tape sur les doigts. En tout cas, voilà. Quand tu es employé, tu fais mal ton travail, tu fais bien ton travail, tu as normalement un salaire qui tombe quand même à la fin du mois. Là, le chiffre d'affaires, il dépend que de moi et de l'investissement que je fournis, de ma collaboratrice aussi, mais il me revient aussi de faire en sorte que tout se passe bien de son côté. Et voilà. Il y a une implication qui est différente, et là-dessus, c'est pas tant une surprise, ça reste très difficile parce que c'est des longues journées, des longues semaines. Mais ça, je m'y attendais et j'ai pas été déçu parce qu'en effet, c'est intense. Confirmé. Voilà. Mais c'est toujours avec grand plaisir que je viens au café et ça, c'est quand même non négligeable. C'est vraiment très agréable de se lever et de se dire qu'on va faire ce qu'on aime.
Il y a aussi d'autres choses que j'espérais qui se sont produites, que les gens apprécient le produit. Et je me rends compte que il arrive parfois que certaines personnes goûtent le café et ne l'aiment pas parce que je pense que c'est trop différent de ce dont ils ont l'habitude. Et ça, souvent, le changement, c'est pas facile. Notamment sur des espressis qui vont être très puissants, avec une acidité dont les gens n'ont pas l'habitude, une concentration aromatique sans commune mesure avec le café du commerce. Forcément ça surprend. Et parfois ça surprend négativement, donc de temps en temps, on a des clients qui ne sont pas contents. Après, il peut nous arriver aussi de rater une préparation, mais généralement, je pense que c'est plus la découverte et le changement qui est un peu difficile à assimiler à la première gorgée. Mais mis à part ces quelques cas qui sont suffisamment rares, dans l'ensemble, les retours sont bons et je me rends compte que j'ai énormément de clients qui ont, et j'imagine que c'est le cas dans beaucoup de coffee shops qui ouvrent, notamment dans des zones où ils sont un peu les pionniers, ou en tout cas il n'y avait pas grand-chose, en province notamment. Il y a des retours positifs et énormément de clients qui découvrent finalement ou redécouvrent ce que peut être le café grâce à des établissements comme le mien et qui y reviennent sans cesse parce que c'était trop bon. Et je le dis parce que certains l'ont dit comme ça. On m'a sorti le meilleur café de l'univers du monde, ou je ne sais plus dans quel sens, mais voilà, c'est avec beaucoup d'emphase. Et ça, c'est toujours évidemment très satisfaisant et gratifiant. Et ça, je l'espérais. C'est arrivé. Il y a une bonne proportion de clients qui ont découvert une autre façon de boire le café ici et qui l'apprécient. Certains qui ont découvert le filtre notamment, et qui maintenant ne viennent que pour ça. D'autres qui se sont équipés chez eux, soit en méthode douce, soit en espresso, et plus en méthode douce parce que c'est aussi ce que je mets en avant quand les clients s'intéressent à un achat potentiel pour se faire un meilleur café chez soi. J'ai tendance à mettre plutôt en avant les méthodes douces qui me paraissent plus accessibles en termes de coût, en termes de réussite, qu'une machine espresso qui va coûter très cher, prendre beaucoup de place, qui va nécessiter des réglages interminables pour un résultat pas toujours terrible, alors qu'avec un filtre, on peut arriver à une tasse correcte sans trop de difficultés. Donc ça aussi, c'est une satisfaction, je l'espérais, c'est arrivé. Des gens qui s'y intéressent, qui achètent du matériel pour faire chez eux, qui viennent acheter du grain, qui sont tout excités à l'idée du nouveau torréfacteur invité et qui viennent le goûter dès que je publie les nouveaux cafés. Donc ça, c'est des vraies satisfactions que j'espérais et qui sont là. Tu crées une vraie clientèle fidèle qui aime tes produits et qui revient. Oui, et qui après, quand ils vont se balader, soit me demandent où est-ce qu'il faut. Vous avez des adresses à tel ou tel endroit, donc si j'en ai, je donne. Et qui soit reviennent après et vont dire on est allé là, c'était bien. Ou ils m'ont rien demandé avant de partir, ils étaient en voyage à tel endroit, quand ils reviennent, dans telle ville on est allé dans tel coffee shop, c'était top, ou alors ils font pas pareil que vous, c'est moins bien, c'est mieux, c'est ceci. Voilà, ça c'est aussi. Il y a un échange et tout ça. C'est ça. Et je veux absolument pas avoir une démarche d'éducation parce que c'est pas du tout le but de la manœuvre, mais d'invitation en tout cas à découvrir plus de choses. Et quand les clients sont positifs comme ça et s'intéressent aux produits, c'est des victoires qui sont, j'imagine bien. Qui sont toujours bien agréables. Et après, pour ce qui est des choses un peu moins prévues, je pensais pas devoir faire autant de nourriture, mais finalement le client français, l'international aussi, mais ma clientèle est quand même principalement locale, à l'année en tout cas. Il faut proposer à manger. Et, Alors quand tu dis à manger, c'est sucré, salé? Les deux. Les deux, oui. Et en fait, je suis très heureux du local que j'ai trouvé, mais il ne permet pas de cuisiner. Alors c'est un avantage parce que j'ai pas la contrainte de la cuisine, du personnel pour cuisiner, de la gestion des stocks, des produits frais, etc. Donc pour ça c'est bien. D'un autre côté, je fais de l'achat-revente, donc en termes de marge, c'est pas top. Et ça nécessite d'être sans cesse en recherche
de produits, trouver les bons fournisseurs fiables, avec les meilleures conditions possibles en termes de tarifs, en termes de livraison ou d'approvisionnement. Donc ça, c'est vrai que avec l'établissement que j'ai actuellement, je ne suis pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Ouais. Mais bon, peut-être à l'avenir, dans une autre adresse ou je ne sais quoi, mais le client demande à manger, que ce soit sucré ou salé, et le brunch notamment, c'est le produit qu'il faut... Si t'as pas le brunch, voilà, t'as raté ta vie. Mais bon, j'espère pas l'avoir totalement raté, mais la demande est énorme. Ouais. Et c'est vrai que tous les établissements anciens ou tous ceux qui ouvrent et qui proposent ce genre de choses, forcément marquent des points. Ouais. Mais voilà, moi j'ai d'autres choses à proposer. J'ai pas mal de clients aussi qui viennent, qui demandent si je fais des brunchs ou si je les envoie volontiers chez les confrères qui le proposent. Et souvent, c'est des gens que je revois l'après-midi ou un peu plus tard qui viennent pour boire un café. Ouais, ça va être un type de clientèle différente ou qui viennent chercher autre chose que forcément le brunch que tu peux. Ça te permet de te démarquer finalement. Tu ne fais pas le brunch, mais je fais autre chose aussi. Oui. Après, c'est vrai que si c'était possible, ça serait bien de le faire. Ouais. Mais voilà, on s'adapte. J'ai aucun problème à envoyer les clients chez les confrères parce qu'on s'entend bien. Et quand je les vois revenir pour un café un peu plus tard, je suis toujours du content. gagnant-gagnant. Oui, moi j'ai aucun intérêt à dire je fais pas de brunch et puis je sais pas où il y en a. Finalement, nos clients ont tout perdu, moi aussi. Donc tant qu'à faire, les envoyer chez quelqu'un chez qui ils vont pouvoir trouver leur bonheur. Et s'ils sont contents que je les ai bien aiguillés, ils reviennent boire un café et ça c'est bien. Donc voilà, ça c'est vrai que je savais qu'il fallait proposer un petit peu à manger, je pensais pas qu'il aurait fallu faire autant. Ouais. Mais c'est pas pour autant que je regrette cet endroit sans cuisine, parce qu'une fois encore, je suis très content de ne pas avoir les charges et les contraintes de la cuisine. Mais voilà, je sais que si c'était à refaire, peut-être je réfléchirais différemment. Et pour l'évolution de Brume, voilà, je sais que j'y réfléchirai aussi, parce que vraiment la demande est hallucinante. Hein. C'est constamment, à chaque fois, tous les jours on te demande est-ce que vous faites... Oui, alors en été particulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui cherchent à déjeuner en version brunch, mais même sur l'année, les sollicitations sont énormes. Donc ça, oui, c'est un créneau qui peut être intéressant à prendre. Mais voilà, c'est des contraintes dont je me passe actuellement. Ok. Alors, il y a une question que j'aimerais te poser, justement, tu as parlé là il y a quelques minutes de, par exemple, aller chercher des fournisseurs, éventuellement de gérer avec le torréfacteur, des choses comme ça. C'est quoi une journée type ou une semaine type d'un gérant de coffee shop? Alors, il y a tout le côté café où tu es présent la journée, mais j'imagine que quand tu fermes la porte de ton shop, la journée n'est pas terminée. Tu as la comptabilité, tu as des choses comme ça. Qu'est-ce que ça va être une journée ou une semaine type d'un gérant de coffee shop? Donc tu vas avoir la côté vente sur le coffee shop, mais tout ce qu'il peut y avoir également autour. Alors, je ne pourrais parler que du mien, parce que je pense que même si beaucoup sont basés sur le même modèle, on est tous différents. Mais, parce que donc, pour préciser, moi j'ai une employée qui travaille 5 jours dans la semaine, et je suis ouvert 5 jours et demi. Donc il y a toute une organisation qui repose sur mes épaules, parce que je n'ai qu'une personne employée qui travaille avec moi 5 jours, mais tout le reste c'est moi qui m'en occupe. Donc c'est des semaines chargées, avec en effet donc toute la partie service, toute la partie nettoyage qu'on fait à deux avec Julie, et parfois seule quand elle n'est pas là, mais c'est en effet, alors déjà la gestion générale du stock de base, jamais manqué de grain auprès de Belleville qui est mon torréfacteur principal, toutes les petites fournitures, il faut y penser en permanence. Et ce qui est le plus contraignant d'une certaine façon, c'est la nourriture, dans la mesure où je ne produis pas, c'est des commandes au quotidien en fait.
la veille pour le lendemain, et ça, il D'accord. faut l'anticiper au mieux, Ouais. et c'est pas toujours évident, notamment pour ce qui est biscuiterie. Le boulanger avec lequel je travaille fait énormément de volume, mais il n'a pas toujours tout le temps Ouais. comme je veux. Donc il faut que j'anticipe bien avant la fermeture le nombre de biscuits dont je vais avoir besoin le lendemain, D'accord. pour être sûr qu'à 7h du matin, quand je passe les chercher, Ouais. il y a ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, ouais. C'est arrivé une fois ou deux que j'appelle trop tard, et ben non, à 7h, il n'y avait pas. Donc Ok. j'y vais pour rien, ou alors il m'appelle pour me dire bah, ça ne sert à rien de venir. Et donc je démarre la journée avec pas suffisamment de produits à vendre. Je suis obligé d'y retourner, et c'est pas à la porte à côté, il y a Ouais. quelques kilomètres. Voilà, donc ça, c'est toute une anticipation à Une avoir. logistique à avoir. Oui, alors Ouais. c'est un rythme que j'ai pris. Mhm. Maintenant, c'est... Ouais, ça peut m'arriver d'oublier ou de passer ma commande un peu tard, mais voilà, c'est une fois toutes les Ouais. morts de pape parce que j'ai pris un rythme. Et voilà, ça c'est une contrainte quotidienne pour tout ce qui va être nourriture, aussi bien en salé auprès du boulanger, en sucré auprès du boulanger, en salé auprès du restaurateur qui me livre. Ça c'est voilà, c'est le plus gros au quotidien en dehors du service même, c'est cette anticipation D'accord. qui est contraignante. Parce qu'une fois encore, on n'est que deux. Julie, en plus, ne fait pas toute la journée comme moi, parce que légalement, ce ne serait pas possible. Donc, s'il manque des choses, et je ne peux pas forcément aller les chercher Ouais. tant qu'elle n'est pas arrivée. Voilà, il faut toujours anticiper pour ne manquer de rien, ou en tout cas éviter qu'il y ait trop de produits qui manquent trop longtemps. Voilà. Donc, ça, c'est assez contraignant. Mais après, en effet, il y a toute la partie, alors compta, une petite partie parce que c'est le comptable qui fait la majorité, mais il y a quand même tout un tas de trucs à faire en transmission de documents au comptable Ouais. très régulièrement. Tout ce qui va concerner l'employé, même si l'employé est en fixe depuis 2 ans maintenant, il n'y a pas énormément d'évolution, mais il y a toujours des nouvelles choses d'assurance, toujours des papiers qui arrivent, il faut remplir les formulaires, il faut ceci, cela. Voilà, ça c'est des choses, c'est de l'administratif qui, alors ça reste une très très petite entreprise, mais ça représente déjà pas mal de boulot. Donc, pour répondre un peu plus précisément à ta question, parce que j'ai tendance à m'éloigner, mais la semaine type, c'est voilà, pas oublier mes commandes, faire ma journée de taf ici, assurer évidemment le meilleur service possible, avec constance. Donc ça, que ce soit dans les boissons café, les autres boissons et la nourriture, essayer de donner un service de qualité et une qualité de boisson la plus constante possible, tout le temps, toute l'année, quelle que soit la période, calme, rush ou autre. C'est pas toujours évident, mais on essaye de s'y astreindre. C'est avoir l'œil sur tout, parce que alors mon employé fait attention à pas mal de choses, mais forcément elle n'a pas les mêmes intérêts que l'employeur. Donc voilà, il y a plein de choses auxquelles moi il faut que je fasse attention, et pour lesquelles je ne peux pas forcément lui demander d'être vigilante, parce que c'est pas que ça ne la regarde pas, mais c'est vrai qu'elle n'a pas les mêmes intérêts que moi. Donc il y a plein de petits trucs. Ça peut être tout bête, mais voir qu'il n'y a plus de sucre dans le sucrier sur telle table, voir que je sais pas, il y a une petite fuite d'eau à tel endroit, qu'il y a je sais pas, un truc qui s'abîme. Ouais. Tout ça, c'est vraiment une démarche de chef d'entreprise en fait. Oui, ça, mais je pense que, alors, une fois encore, c'est ma première entreprise, donc je découvre plein de choses, mais je pense que voilà, quelle que soit l'activité, quel que soit le domaine, on est à peu près tous confrontés aux mêmes choses, problème ou pas problème, hein, mais en tout cas, il y a je pense, des soucis fixes et communs à toutes les entreprises qui font qu'il faut être sans cesse vigilant sur un peu tout. La contrainte que j'ai aussi ici, c'est l'espace. Le lieu est assez petit et je n'ai quasiment pas de place de stockage. Donc tout ce qui va être jus de fruits en bouteille, thé glacé en bouteille, tous ces trucs que je peux potentiellement stocker, c'est compliqué de le stocker. Après, il y a des petites contraintes toutes bêtes, mais la plupart des fournisseurs ont des minimums de commandes. Et au-delà du minimum de commandes, il y a le minimum pour le franco de port. D'accord.
le but, c'est d'éviter de payer les frais de port si possible, et il faut atteindre le minimum de commandes. Donc avec peu de capacité de stockage, je suis parfois sur certains produits en flux tendu, j'attends d'être vraiment juste en termes de quantité, pour que ma place de stock soit libre pour accueillir la nouvelle commande qui sera d'un minimum de 12 ou 16 cartons, j'en sais rien. Ouais, c'est plein de choses auxquelles penser finalement, et que tu penses en fait quand tu es dans... Une fois que tu as ouvert ton établissement, tu te rends compte peut-être de certaines choses. Et voilà, il y a certaines choses comme ça que je n'avais pas totalement anticipées. Après, il y a une routine qui s'installe, et voilà, c'est des réflexes qu'on a. On se met des rappels sur le téléphone, ça, j'en ai toute une liste, mais voilà, ça fait partie des grosses contraintes, ça, de toujours gérer le stock en ayant peu de stockage. Alors j'ai pu récemment récupérer un tout petit espace de stockage qui me permet de mieux m'organiser, mais c'est pas non plus le paradis, quoi. Donc voilà, c'est sans cesse une gymnastique. Le lait, par exemple, comme beaucoup de coffee shops, je prends le lait de Valco. Valco, c'est donc une coopérative normande. Il y a notamment un distributeur ici qui fait 2 livraisons par semaine. J'ai quelques frigos, mais j'ai pas de la place à revendre. Et c'est un lait, alors certes, qui a quelques semaines de DLC, mais pas non plus à rallonge. Donc ça, pareil, il faut bien le gérer, parce que si je loupe la livraison du mardi ou du jeudi, je suis embêté jusqu'à la semaine d'après. Alors, heureusement, ça m'est arrivé qu'une fois ou deux où j'ai été contraint d'acheter vite fait du lait pour faire le lien. Mais ça aussi, il ne faut pas oublier de passer la commande avant l'heure limite pour être sûr que ce soit livré le bon jour. Et ça aussi, c'est compliqué d'anticiper la consommation. Autant je sais qu'en hiver, on va passer plus de lait, plus de chai, plus de chocolat, plus de thé, donc chaud, tout ça, plutôt qu'en été. Mais cet été notamment, les boissons lactées froides ont très bien marché. Donc j'ai finalement eu une consommation de lait plus importante que l'été précédent. Et ça, pareil, il faut l'anticiper, parce qu'une fois que la commande est passée... En fonction de la météo aussi. Et ça aussi, donc avant je ne regardais jamais, mais maintenant, Météo France est ma meilleure amie. C'est tout un tas de trucs qu'il faut sans cesse avoir en tête. Et voilà, qui pollue parfois un peu l'esprit, mais on prend l'habitude et après on fait un peu sans réfléchir. Ça fait partie du jeu. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus déplaisant, mais c'est vrai que c'est sans cesse se dire il faut pas que je loupe la date de commande, il faut pas que je loupe ceci, j'arrive en bout de ça, mais j'ai pas la place de stocker la commande si elle arrive maintenant, il faut que j'attende encore 2-3 jours. Enfin, voilà, ça c'est une petite jonglerie. J'imagine bien, mais ça fait partie du fun aussi. Une autre question, parce qu'en fait on est passé là, tout de suite là où tu es dans ton établissement. À partir du moment où tu as décidé d'ouvrir ton coffee shop, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as pu... Alors les questions qu'on pourrait se poser traditionnellement, c'est comment... le local, tu nous en as parlé, mais comment est-ce que je récupère mon équipement? Comment est-ce que je vais travailler avec un torréfacteur? Toute la mise en place, le moment, donc ça y est, c'est bon, j'ai mon local, je veux ouvrir mon coffee shop, tout ce qui va être déjà fournisseur. Comment est-ce que toutes les démarches, même administratives, comment est-ce que ça se passe finalement? Alors, une fois encore, je pense qu'il y a beaucoup de choses communes à chaque établissement, mais on est tous différents. Donc, pour ma part, donc ce local, c'est à peu près au bout d'1 an de recherche que je l'ai trouvé. C'était un droit au bail qui était mis en vente. Donc, j'ai racheté le bail aux anciens locataires. Boutique de déco accessoires. Il y avait un cabinet de toilette au fond de la boutique, un vieil évier, et c'est tout. Donc il a fallu tout aménager pour transformer ça en coffee shop ou en établissement accueillant du public qui s'installe, qui consomme. Donc en termes de plomberie, d'électricité, de sécurité, incendie et autres. Ça a été un gros travail. Donc je me suis fait aider par une décoratrice d'intérieur pour ce qui est du design. Et après par un cuisiniste pour le dessin de la cuisine. J'ai rencontré les pompiers pour être sûr de ne pas faire de bêtises. J'ai vu le service commerce pour tout un tas d'aménagements aussi pour éviter de partir dans une direction qui n'est pas la bonne. Et
devoir défaire pour refaire. J'ai alors, là où je suis placé à Annecy, c'est dans une zone protégée, donc au niveau des aménagements extérieurs notamment, couleurs de façade, enseignes, etc. Ça, c'est soumis à l'aval de l'architecte des bâtiments de France. D'accord. Donc il y a toujours des délais d'instruction quand on dépose des dossiers de travaux, etc. Mais il y a aussi un dépôt de dossier pour la façade, la vitrine et l'enseigne. D'accord. Il faut que ça corresponde à l'image. Voilà, on n'a pas le droit de mettre la couleur qu'on veut, il faut que ça soit validé, etc. Donc ça a été une petite préoccupation supplémentaire. Mais, tu savais ça à l'avance, non? Alors, j'en avais vaguement entendu parler, mais c'est des choses qu'on découvre aussi, parce que je ne savais pas exactement qu'ici, parce qu'on est en vieille ville sans y être tout à fait, et en face il y a un bâtiment relativement moderne à côté aussi, mais l'immeuble dans lequel je suis est un vieux bâtiment. D'accord. Donc c'était pas forcément évident, mais on le découvre assez vite, de toute façon. Et donc, oui, les premières démarches, donc ça a été de négocier avec les anciens locataires pour que ça soit bien à moi qui cède leur bail. J'ai rencontré le propriétaire qui voulait donner aussi son avis sur mon projet. Et après, ça a été... alors j'avais déjà contacté un comptable pour un local précédent, donc j'avais déjà quelques contacts. J'ai ensuite sollicité les banques en fonction du montant du droit au bail et du montant estimatif des travaux, etc. Et oui, j'en ai je crois 3 ou 4. Et après, je me suis fait aider par une avocate pour la rédaction du nouveau bail. D'accord. Pour être sûr que tout soit fait comme il faut. Et après, donc, c'est toute la phase de travaux. Alors, au niveau des entreprises, c'est la décoratrice d'intérieur qui m'a orienté vers l'entreprise générale et qui m'a aidé aussi à trouver quelques fournisseurs. Cuisiniste. Alors, comme on est parti de rien, il a fallu tout acheter. Hein. Donc, la machine à café, j'avais déjà mon idée sur ce que je voulais, ça faisait partie des choses. Niveau matériel café, je n'ai pas traîné pour m'y intéresser. Donc, je me suis équipé, j'ai acheté. Et après, cuisiniste pour tout ce qui va être frigo, lave-verre et autres matériels. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais je suis tombé sur une équipe assez réactive, donc ça, c'était cool. Et après, c'est le temps de travaux qu'on espère toujours plus court que ce qu'il est en réalité. Et moi, une fois encore, en plus, à l'époque, je n'avais jamais été propriétaire d'un logement. Donc les travaux, c'était le propriétaire qui s'en occupait. J'ai découvert les joies. Là, j'ai découvert les joies de... Voilà, c'est ça. Et quand on débarque et qu'il n'y a personne, on se dit, mais ils ne sont pas là, finalement. Ouais, mais c'est normal, on vient demain. Ah, ok, c'est normal. D'accord. Ouais, vous inquiétez pas, tout est bon. Ah, d'accord. Voilà. Et on est un peu contraint de faire confiance dans la mesure où on n'a pas d'expérience là-dedans. Et que de toute façon, sans eux, on ne va rien faire. Donc, c'est un peu le problème, c'est qu'on est obligé de prendre patience. On a beau mettre un peu de pression, ils s'engagent sur plusieurs chantiers à la fois, donc on ne peut pas leur demander de se dédoubler. Donc, c'est forcément plus long que ce qu'on voudrait. Et en effet, ça a duré un peu plus que ce que j'aurais voulu. Mais finalement, ça s'est quand même bien passé. Et pour ce qui va être plus partie fournisseur, j'avais déjà fait pas mal de recherches pour tout ce qui n'est pas café, parce que je savais déjà qu'il fallait que je fournisse, que je propose d'autres produits. Donc j'avais ma petite idée déjà sur tout ce qui était thé, pour le chocolat. La biscuiterie, c'est via des rencontres aussi que j'ai connu le boulanger auprès duquel je me fournis. Pour ce qui est salé, j'ai démarré avec un prestataire pour les premiers mois. Et finalement, via des rencontres aussi, j'ai changé au bout de 5-6 mois pour un nouveau prestataire qui me convient parfaitement. Et donc ça, je l'avais plus ou moins anticipé. Et après, c'est principalement le café. Donc avec mon expérience de home barista, j'ai testé énormément de cafés de torréfacteurs français et européens. Et Belleville à Paris est un des torréfacteurs chez lesquels je me suis le plus souvent servi à titre privé. Tu avais déjà une expérience, une recette, des choses comme ça, tu avais déjà travaillé. Oui, et puis j'aimais bien leur café, j'aimais bien leur esthétique, leur façon de présenter les choses. Ça me plaisait bien, donc je les ai sollicités
pour bosser avec eux. Ouais. Et ça s'est très bien passé et ça continue de très bien se passer. Et pour ce qui est du torréfacteur invité, donc Belleville, c'est le torréfacteur à l'année avec un assemblage dans le moulin principal pour l'espresso. Et après, tous les mois, je change de torréfacteur que j'appelle invité, avec un café pure origine sur l'espresso, un café pure origine sur le filtre. Et là, en termes de choix, ça dépend de pas mal de choses. Beaucoup des torréfacteurs que j'ai pris jusqu'à présent sont des torréfacteurs que j'avais goûtés à titre privé. Alors, je n'ai pas forcément repris les mêmes cafés, bien entendu, mais le type de torréfaction, le profil, la qualité des produits m'avait satisfait. Donc, je les avais mis de côté dans ma liste des torréfacteurs potentiels. Et donc, j'en prends petit à petit, au fur et à mesure, je vais piocher dans ma liste. Et au milieu de ça, viennent se greffer des torréfacteurs que je ne connaissais pas spécialement, ou que je connaissais comme ça sans avoir forcément pensé à les prendre, qui eux me sollicitent en m'envoyant des échantillons. Certains, Annecy est une ville plutôt attractive, donc il y en a qui viennent en week-end ou en vacances et qui en profitent pour me laisser quelques paquets pour tester. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Des clients qui me ramènent du café de tel ou tel endroit en me disant « Ah, j'ai goûté ça, c'est bien. » Donc là, ça me plaît, je prends, ça me plaît pas, je prends pas. Non, et j'en parlais dernièrement avec un confrère, il y a des jours où... c'est pas que je manque de café, mais à part le café que j'ai ici pour vendre, j'ai pas grand-chose. Et il y a des périodes où j'ai trop de café. Parce que tout le monde m'a envoyé des échantillons en même temps, plus un ou deux clients sont revenus du bout du monde avec un paquet, et je sais plus quoi en faire. J'imagine bien. D'une certaine façon, c'est dommage des fois d'en avoir trop, parce que c'est dur de tenir le rythme. Mais voilà, donc là au niveau des fournisseurs café, c'est généralement comme ça que ça se passe, avec des anciennes connaissances et des nouvelles, voire de totales découvertes. Et ça c'est cool. Et Cafa, qui est le torréfacteur invité du moment par exemple, qui a commencé son activité juste après moi, je crois, ça doit faire 3 ans ou à peine moins maintenant. Il m'a fait goûter plusieurs choses à intervalles réguliers. Et alors sans dire que c'était pas bon au début, mais il y a eu une belle évolution et là j'étais très content, et le café a beaucoup plu d'ailleurs, de prendre 2 cafés de chez lui, un péruvien sur l'espresso et un tanzanien sur le filtre. Voilà, et lui pareil, c'est quelqu'un qui a fait ses armes en Australie, mais voilà, qui a découvert le café, c'est devenu une passion. C'est pas quelqu'un qui a bossé en coffee shop pendant des années et des années avant de lancer son truc. Et c'est quelqu'un de très sympa aussi. Donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, très passionné en tout cas. Oui. Et voilà, donc je suis très heureux d'avoir pu servir ces cafés à mes clients pendant quasi 3 semaines. Et ça aussi, ça fait partie des contraintes positives du métier, en tout cas de la démarche que j'ai choisi de changer d'invité tous les mois, parce que ça va très vite en vrai. J'imagine. Ça va très vite, et si on veut avoir le café à temps pour démarrer le nouveau guest, en ayant pris contact, en ayant éventuellement et idéalement reçu des échantillons pour goûter, choisir, passer la commande, recevoir la commande, etc. Finalement, c'est quasiment toutes les 2 semaines qu'il faut... tu fais ta planification sur l'année, finalement, au bout d'un moment... Pas autant, mais il faut avoir un coup d'avance. Tu as une vision sur éventuellement les cafés que tu pourrais proposer après. Oui. Après, on n'est jamais à l'abri. Là, typiquement, dernièrement, j'ai sollicité un torréfacteur, j'attends toujours la réponse. Alors, est-ce que mon mail s'est perdu? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de me répondre? J'en sais rien, mais... Voilà, il y a une réponse qui n'arrive pas. Donc déjà, lui, pour l'instant, c'est en stand-by. Mais voilà, il ne faut jamais s'endormir. Il faut toujours penser à après. Et avec aussi la démarche de proposer des cafés différents. Là, j'ai eu un péruvien, un tanzanien. Les prochains, c'est forcément pas un péruvien, un tanzanien. Avoir un roulement aussi. En termes d'origine, en termes de traitement, en termes de profil aromatique. J'ai pas envie d'avoir un single espresso, un single origin en espresso qui a le même goût que mon blend, ou qui soit trop proche. Il faut que ça tranche, sinon il n'y a aucun intérêt. J'ai pas envie que 2 mois de suite il y ait un profil aromatique trop proche. Il faut aussi penser, même si je me permets de me faire plaisir sans difficulté, mais
des choses trop marquées, parfois c'est déroutant. J'ai eu un espresso ultra acide qui moi me plaisait beaucoup de chez April il y a un an à peu près. Auprès des clients, c'est pas toujours très bien passé. Pourtant, il était excellent. Mais voilà, excellent selon moi. Beaucoup qui aiment bien ces cafés-là ont apprécié. Ceux qui sont un peu moins habitués ont eu un peu de mal à boire un café aussi acide. Donc ça, voilà, il faut aussi trouver le mix entre ce que j'aime et ce qui me fait plaisir et ce que je vais arriver à vendre aussi. Alors, j'ai pas envie de prendre un truc trop standard en me disant celui-là je suis sûr de le vendre c'est d'arriver juste à pour le vendre, mais voilà, il faut que ça soit intéressant, mais il ne faut pas non plus que le client se retrouve trop dérouté et finisse pas sa tasse, parce que vraiment c'est d'arriver à trouver le bon mix entre les deux, le bon équilibre. Mais tout en respectant ces règles que je me fixe de varier les plaisirs à chaque fois, de proposer des cafés auxquels les gens n'ont pas forcément accès. Typiquement, là, le tanzanien, il y a plusieurs clients qui font mais j'ai jamais goûté du café de Tanzanie. C'est pas la première chose à laquelle tu penses. Voilà, généralement, l'Éthiopie, le Brésil, là, ça revient tout le temps. Donc voilà, je suis aussi content de pouvoir donner aux clients accès à des choses qu'ils ne penseraient pas forcément à goûter tout seul. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est une contrainte que j'aime bien, mais qui ne laisse pas de repos. Il faut toujours y penser. Et heureusement, en France et en Europe, il y a beaucoup de bons torréfacteurs. Et pour l'instant, je n'ai jamais repris le même. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais je n'ai pas eu besoin de reprendre le même. Je n'ai pas envie de reprendre le même pour l'instant, parce qu'il y en a plein dans ma liste que je n'ai pas encore utilisé. Et il y en a plein de nouveaux que je découvre, et ça, c'est juste fantastique. Voilà. Désolé, je fais la réponse super longue. Non, mais écoute, c'est très très bien, on a tous les détails. Mais écoute, je pense qu'on va arriver à la fin de cette interview. Ça fait déjà 50 minutes que tu partages ton expérience. Je te remercie en tout cas pour avoir accepté et puis d'avoir partagé ce moment ensemble. Et puis écoute, je te souhaite toute la réussite que tu mérites. Et puis on se retrouve très bientôt. Peut-être pas forcément dans notre podcast, mais je pense que je partirai... Avant de partir sur Bali, je viendrai prendre un petit café cet après-midi. Ça marche, avec grand plaisir. Merci de m'avoir sollicité et merci d'avoir participé encore à cette qualification d'Aéropress. C'est vrai qu'en fait, pour la petite anecdote, juste pour clôturer ce podcast, donc hier, tu as organisé donc le tournoi Aéropress 2019. Donc ici, donc on était 14 participants. Oui. Donc très bonne expérience. Franchement, belle organisation également. Merci. Donc voilà, je te remercie. C'est moi. Bonne continuation. Merci et beaucoup. À nos auditeurs. Et écoutez, on se retrouve dans un prochain podcast avec un ou une prochaine invitée. Ciao, bye bye. Voilà pour cet épisode, un grand merci à Julien pour toute cette expérience partagée au cours de cette interview. À savoir que si tu allais beaucoup plus loin dans la création de ton coffee shop, tu peux toujours télécharger la formation gratuite qui se trouve dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt, ciao, bye bye.